Bienvenue chez Apex Authentique. Merci. Xavier Ladouceur. Ouais, exact. Ouais, Xavier, pour te mettre en contexte, moi puis Pawiz, pourquoi qu'on a eu un gros intérêt à t'avoir ici, c'est qu'on est tous les deux des excessifs. Ouais. Okay? Fait que on se voit un peu en toi, puis on s'est dit qu'on a peut-être trouvé quelqu'un d'aussi malade mental que nous autres, ou même plus, puis je pense même plus. Ouais. Tu sais, mettons, moi, à ton âge, parce que là, je suis rendu à 31, là. Il a pas dit son âge, là? Il y a 20 ans, je pense. 21. Il y a 21 ans. C'est très jeune. Puis il veut monter l'Everest pour 22 ans. On va revenir là-dessus. Là. Il y a des gros objectifs là, vraiment intéressants. Tu sais, dis-toi, nous autres, à ton âge, pour ma part, moi, j'étudiais pour être pompier. Le taux de placement était super minime. Là, c'était comme 4%. Quand j'ai appliqué pour la ville de Longueuil, on était comme 300-400 applicants pour 23 postes. Fait que c'était comme un mode survie qui était comme pas le choix de performer. Il faut que tu sois bon à l'école, si ça. Fait qu'un peu dans le même sens que toi, mais pas aussi intense. J'allais à l'école de jour, je faisais la diète. Puis après ça, j'avais un cours de spinning pour me réchauffer avant ma game de soccer. Puis après ça, je m'en allais m'entraîner puis je courais 10 km le soir. Ouais. Fait que, moi, quand j'ai lu ton intro, là, où c'est que ça disait genre salut, mon nom c'est Xavier Ladouceur. Je fais 100 km de vélo le matin en me levant. Après ça, je fais du heavy lifting le midi. Wow. Puis je cours un demi-marathon le soir. La fin de semaine. Tu fais ça 5-6 jours semaine? Non, ben ça, c'était quand que j'étais en préparation pour mon premier full Ironman. OK. Fait que, tu sais, le volume de training est vraiment intense. Mais là, je suis vraiment plus focus sur la course et la montagne. Là. Mais oui, c'était une réalité l'an dernier, là, un an jour pour j'ai jour. tombé sur cette vidéo-là passée, là, puis là, je checkais mes amis en commun avec. Je disais, qu'est-ce que c'est? Il est québécois, lui. C'est du monde d'ici. C'est les autres que je connais. C'est vraiment intéressant. Puis lui, de son bord, il était champion canadien de boxe. On a les deux dû comme performer puis exagérer. Puis moi, aujourd'hui, j'ai cop sur mon physique. Fait que ça, c'est des... ça, c'est le downgrade de ce côté-là. Toi, je pense que t'es correct. Hein? Je suis correct. Ouais, c'est ça. Je vais tous les jours, 45 minutes, 30 minutes. C'est pas pire. Tous les jours, bouger un petit peu. Ouais. Mais tu sais, il fait un temps, j'étais un petit peu intense comme toi. C'est juste faire un marathon par soir, ça c'est intense. Un demi. Un demi, ouais. Un demi-marathon. Juste un demi. Ça c'est quoi, une vingtaine de kilomètres environ? 21, ouais. Oh my 21. God. Tu fais ça en combien pour. Moi, je suis pas quelqu'un curiosité? de très, très rapide. Je suis quelqu'un qui aime plus l'endurance. Puis aussi, plus que tu vas rajouter de la rapidité dans ton entraînement, plus que ça va être difficile pour tes articulations, tes tendons. Fait que si tu veux arriver à la fin de ta semaine puis rentrer des 50 à 100 kilos de course steady à chaque semaine, tu peux pas y aller à l'autre. Là. Fait que demi-marathon, je fais ça entre 1h50, 2h. C'est vraiment... mettons, pour moi, c'est tranquille. La zone 2 qu'on appelle. Ben ça c'est quoi, à peu près 5 km? Je sais pas exactement, 5,30. Entre 5,30 c'est quand même un bon pace. C'est un bon pace. Doit être pesant, mais quand même. Juste donner un exemple, l'été passé, j'ai couru un marathon en 4,57. Fait que je suis capable de pousser plus vite que ça. T'es en training plus. Là. Ouais, non, exact. C'est ça. Puis anyway, tu t'entraînes pas pour la course, tu t'entraînes pour monter l'Everest. Exact. Il faut être bon quand c'est le temps. L'entraînement, c'est pas le temps qu'il faut défoncer là, parce que... Tu veux juste t'entraîner. Exact. Quand tu t'entraînes, tu détruis ton corps. Puis après ça, quand tu récupères, c'est là que tu deviens plus fort. Mais c'est pas là c'est pas le moment pour performer. L'erreur que je faisais dans la boxe, je m'entraînais tellement fort. Ouais. Je vais jamais oublier j'étais au Kansas City, championnat du monde. 2e round, mes jambes, ils m'ont lâché. Je te dis, là, genre, j'étais dans le ring, puis mes jambes ont juste fait boum. J'ai reçu un coup de poing, j'ai fait oh fuck. Fait que là, je tournais, genre, puis j'essayais de comme me protéger. Puis tout le long du fight, mes jambes me lâchaient. C'était plein d'acide lactique, genre? Je sais même pas. Comme il venait molle, genre? Ou... J'ai abusé l'entraînement. Tous les jours, je m'entraînais. Je courais tous les jours. Puis le soir aussi, je m'entraînais. Puis, comme tu as dit, tu peux pas t'entraîner autant intense pour un combat. Surtout c'est un combat, là. T'as pas de deuxième chance. Fait que, qu'est-ce qui fait en sorte que t'es si intense que ça à ton jeune âge? D'où il vient cette drive? Je pense que moi, j'ai toujours été quelqu'un vraiment d'intense dans tout ce que j'ai fait dans ma vie. Pour ceux qui connaissent pas mon passé, moi, j'ai joué au hockey quand même assez fort, plus jeune, tout mon primaire, mon secondaire. Puis je me voyais vraiment aller jouer dans LNH, là, le rêve de petit gars, dans le fond. Puis moi, j'ai toujours été vraiment mauvais à l'école. Puis là, j'étais rendu à un niveau que t'avais pas le choix d'être bon à l'école
parce que c'était comme relié ensemble avec le sport-études. Puis là, dans le fond, j'ai été mis dehors de mon école à cause que j'étais pas assez fort à l'école. Puis là, la COVID est arrivée et tout. Donc là, je me cherchais. J'ai eu des mauvaises influences dans ma vie, que j'ai pris une dérape solide. Puis là, ensuite, j'ai comme eu je me suis fait briser le cœur il y a 3 ans. J'ai commencé à m'entraîner. Puis ensuite de ça, j'ai découvert la montagne comme l'été qui a suivi. Puis depuis ce temps-là, j'ai jamais arrêté. C'est la place où que je me sens le mieux. Puis tu sais, comme on dit, si t'es pas all-in, t'es all-out, là. Fait que je pense que si tu veux réussir, tu sais, il faut que tu fasses ce que les autres font pas. Là. Tu dois être très émotif, là. Tu sais, quelqu'un d'intense dans tout. Fait que le fait que ça t'ait brisé le cœur, ça t'a amené totalement à terre. Puis il a fallu que tu trouves des moyens de te sortir la tête. Exact. C'est pour ça que tu dis que tu montes une montagne par semaine, surtout pour le mental clarity. Là. Ouais, ben c'est plus 2-3, là. Ouais. Mais ouais, ben oui, 100%. Là, moi, quand j'ai une règle, moi, je vais aux États-Unis, dans les White Mountains ou dans les Adirondacks à New York. Puis, tu sais, ça, c'est les États-Unis. Fait que moi, la seconde que je passe les lignes, je me mets en mode avion. Fait que là, c'est ce que ça fait. T'sais, moi, je travaille des réseaux sociaux, donc je suis toujours en train de regarder mes stats, puis ça, nouveau content, nanana. Là, tu sais, ça me fait vraiment déconnecter à 100%, puis on dirait que quand je reviens de là, je suis comme rendu une nouvelle personne. Là. Combien de temps tu te mets en mode avion, genre, mettons, à partir du moment que tu es aux États-Unis? Souvent, je passe les lignes vers 6 h du matin, 6 à 7 h du matin, puis je reviens vers 8 h le soir. Là, donc, c'est une journée complète. Là. Ouais, nice. Une journée complète. Ouais, puis, une forme de méditation. Quelque chose que j'ai trouvé drôle, là, pas long, parce que je le suis pas mal depuis que je sais qu'on va l'avoir comme invité. Là. Il va tellement souvent aux États-Unis, puis là, ils ont demandé s'il passait de la drogue. Ouais. Ils ont même demandé s'il passait de la drogue. Ben, eux autres, t'as pas l'air de droguer, en tout cas. Je le sais, mais eux autres, ils voient dans leur truc que j'ai passé 4 fois cette semaine. Fait que, c'est bizarre, là. Mais tu sais, j'ai l'air d'un hiker aussi. Donc, mais tu sais, l'affaire, c'est que souvent, je reviens, puis là, j'ai les yeux rouges parce que je suis tout pété de mon hike, là. Tu sais, j'ai été 12 heures dans une tempête, puis là, je reviens, j'ai vraiment les yeux rouges, puis là, ils pensent que je suis high, là, tu sais. Mais tu sais, c'est toujours en revenant quand je reviens après mes hikes. Fait que d'après moi, ça doit être à cause de ça, là. Ils t'ont fouillé ou? Ben oui, ils fouillent au complet, ils mettent tout à l'envers, puis là, après ça, tu sais, t'as du stock, là, quand t'arrives là-bas, là, quand tu reviens. Tout à refait tes valises. Ouais. Je sais pas, y a-tu des trucs, si tu peux mettre plus d'affaires d'escalade sur le top le plus vite possible? Ça? Ben, je sais pas, mais tu sais, c'est quand même assez rare, là, tu sais, mettons, je passe 3-4 fois semaine, je vais me faire fouiller aux 2 semaines, tu sais, fait que c'est pas la fin du monde. Non, c'est quand même un bon ratio de faire là, tu sais, ils peuvent pas se mettre une note au dossier, il me semble, disant, plus ça va être payé, tu penses, prochainement? Ou? Je sais pas, mais tu sais, je pense qu'aussi, ce qu'ils m'expliquaient, c'est qu'ils ont un système au hasard, fait qu'à chaque, je pense, 100 personnes, ils te mettent sur le bord, puis il faut ton auto, ils passent les chiens, fait que tu sais, faut faire attention là, quand on passe les lignes. Là. Fait que maintenant, si on repart du début, fait que là, tu voulais être joueur de NHL. Je suis capable de voir que tu es une personne intense. Tu fais quelque chose, t'as un grand rêve. You don't want to do it half-ass. Dans le fond, tu l'as dit tantôt, là. Si je suis all-in, je suis all-in. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le hockey ne fonctionne plus? Puis à partir de là, je pense que tu as eu une dérape. Exactement, ouais. Fait que ça, ce moment-là, je suis curieux. Dans le fond... si c'était ouvert, là. Ben oui, 100%. Puis ça va être la première fois que je vais en parler. Donc, c'est vraiment cool. Nice. Secondaire 3, j'ai coulé maths, sciences. Moi, j'étais à de Mortagne en hockey. Puis ce qui arrive là-bas, c'est que si t'as 2 échecs, t'es out du hockey. Donc là, j'étais quand même assez fort. Fait que là, j'ai réussi à avoir une dérogation pour aller dans une école privée en face. Pour que je puisse quand même jouer. Puis on arrange comme l'horaire de l'école et tout. Mais là, tu sais, la dérape était déjà partie. Je commençais à me tenir avec les mauvaises personnes. Tu sais, quand t'es plus dans le milieu du hockey à moitié du temps, tu perds la tête un peu. Puis tu sais, j'étais jeune, j'avais pas la maturité que j'ai en ce moment. Puis c'est ça qui s'est passé. J'ai dérapé, j'ai commencé à faire ce que les gens... la drogue, l'alcool. Exact. Les parties. Fait que tu sais, j'étais plus hockey pantoute. Puis là, ce qui s'est passé, c'est que là... T'avais quel âge là-dedans, environ? 17 peut-être. OK. Ouais, 17. Puis là, ce qui s'est passé par la suite, le secondaire 5, j'étais allé à Mont-Bruno. Fait que là, la dérape, c'est sa boule de neige.
Puis là, c'est là que j'ai eu ma peine d'amour. Après ça, j'ai commencé à m'entraîner. Puis là, cet été-là, dans le fond, je suis allé en road trip avec des amis en Gaspésie. C'est-tu les mêmes amis que t'avais des dérapes? Ou? Non. OK. D'autres. Fait que c'est ça. Un road trip en Gaspésie. Puis là, je suis revenu de là. Puis là, je me suis dit, aïe, j'ai vraiment trippé. Il faut que je trouve des montagnes. T'avais monté quoi, les Chic Shots? Exactement. Mont Xalibu. Puis mon Nicole Albert. Il est cool, hein? Ouais, il est cool. Ouais. Fait que j'avais fait ces 2 montagnes-là. Puis là, quand je suis revenu, j'ai commencé à swiper sur AllTrail. AllTrail, je sais pas si vous connaissez, c'est une application pour trouver des hikes. Puis là, c'est là que je suis tombé sur les White Mountains. Je connaissais pas ça pantoute, les White Mountains. Puis là, depuis ce temps-là, twice a week. C'était quoi le feeling, là? Tu montes une montagne pour toi? Tu sais, moi, je vais te donner un exemple. Là. Quand j'étais dans le monde de barbershop, j'étais tellement misérable, là, honnêtement. C'était payant. Mais j'étais juste une personne qui faisait de l'argent, mais très misérable. Ouais. Et ce que je faisais, j'allais 4 h du matin aux 2 jours au Mont-Saint-Hilaire. Je montais. Tu sais, à un moment donné, t'es dans ta routine de 9 à 5 ou peu importe l'heure que le monde vive. Mais t'as envie de sortir de là, il y a toujours une entité de toi qui est toujours dans la routine. Fait que pour moi, monter la montagne, c'est comme, OK, I'm out of this world. The world is big. Tu sais, la vie, elle est grande. Pour moi, c'est ça le feeling. Ouais. Je dois monter à chaque 2 jours. Très tôt. Ouais. Mais pour toi, c'est quoi? Ben, c'est un peu ça aussi, mais c'est aussi un sentiment de liberté. Tu sais, quand je suis sur des sommets puis t'es dans des tempêtes, ça te fait aussi réaliser à quel point la vie, des fois, on s'en fait pour des choses que, tu sais, ça a aucune importance. Moi, j'ai passé de proche de mourir minimum 5 fois, comme que j'ai vu littéralement ma vie défiler, puis après ça, j'étais comme damn, tu sais, ça me fait apprécier après ça juste rentrer dans mon auto, être au chaud, dormir dans un lit, tu sais, quand tu passes des grosses expéditions, t'es 3 semaines à dormir dans une tente puis tu gèles H24, tu sais, juste prendre une douche, ça c'est un autre exemple. Moi, quand je pars en expédition, je peux être 3-4 semaines sans prendre ma douche, donc tu sais, ça te fait vraiment apprécier. Ouais, tu te mets bien des layers, tu sais, il fait vraiment froid. Fait que, tu sais, avec toutes tes couches, tu te sens pas. Puis j'ai pas des questions, là, avec tout ce qu'il vient de dire, là. Le soir, avant de se coucher, tu fais juste rajouter un layer de déo, puis tu sais, c'est la seule façon que tu peux t'en sortir pour... OK, ça, parenthèse. Ouais. Pas te laver pendant 3-4 semaines. Ton corps, il se mettait à... Tu sais, mettons, tu te laves pas les cheveux pendant une semaine, toi qui es barber, tu sais, ça crée une genre d'huile qui fait que tes cheveux, je sais pas, ils se nourrissent mieux, ils poussent plus vite, ils sont plus protégés. Ton corps, si tu te laves pas pendant 3-4 semaines, il crée-tu quelque chose qui te protège, une carapace de crasse ou je sais pas? Pour de vrai, ouais. Ouais, c'est ça. Parce que tu sens pas. C'est ça c'est vraiment fascinant. Tu sais, j'ai jamais remarqué, tu sais, mettons, des fois, après une grosse journée de training, tu sais, genre, si je sens fort, mais en expédition, tu sens pas en tout. Puis, tu sais, il fait tellement froid aussi que t'as pas vraiment de transpiration. C'est ça. Fait que c'est... Puis je pense aussi que ton corps, il s'habitue puis il sent moins... je sais pas, c'est mon opinion à moi. Il n'y a pas d'études là-dessus. OK, là. je pensais que tu t'étais informé un peu plus là-dessus. Non, tu te brosses les dents quand même. Ouais, brosse les dents puis déo chaque soir, chaque matin. C'est que... Ouais. Le bare minimum. Là. Le bare minimum, mais tu sais, en même temps, tu peux pas vraiment te laver si c'est à moins 40 ou... Exact. Parce que l'affaire, c'est que si tu tombes malade à haute altitude, tu peux pas te remettre de ça. Ta seule façon, c'est de descendre. Ton corps, il est pas assez fort. Fait que, tu sais, nous, dans la dernière expédition, on avait un genre de gros lac, là, juste en face de notre base camp. Puis, tu sais, ils nous ont déconseillé d'y aller là, à cause de ça. Si tu tombes malade, ton expédition, c'est fini. Là. Genre, une histoire à raconter. Moi, j'ai été... c'est une bonne histoire. J'ai été à Bali, puis j'ai monté le Rinjani. Okay. Tu connais le Rinjani? Non. Le Rinjani, c'est ce montagne. J'ai parlé à bien des alpinistes, là, puis ils me disent que c'est une des montagnes les plus difficiles à monter. Ah ouais. Hein? Juste à cause des ressources, puis qu'il y a elle-même. Fait que c'est 3726 mètres, comme ça. Là. C'est qu'il y a des fois, t'escalades de même. C'est sûr que c'est pas aussi dur que ce que toi, tu montes. Là. Mais tu montes avec des porteurs puis des guides aussi qui ont des petites gaufrettes. Tu sais que les grands-mamans ils donnaient quand on était jeunes. Tu sais que t'en manges 2-3 puis t'as plus de salé puis de faut de l'eau. C'est comme des biscuits soda. Ouais. Fait que on mangeait ça. Puis un moment donné, on commence, on est un groupe de 15. Là, il y a exemple 2 guides puis 4 porteurs. Là, on arrive au premier palier. Parce que ça se monte en 2 jours. OK. Ça se monte en 2 jours, ça redescend en 1. Fait qu'il faut comme tu dormes là-dessus. Fait qu'ils ont des tentes, ils ont de la bouffe, ils te font à manger. Mais là, t'es rendu au premier camp. Là, il y en a 5 qui abandonnent. Là, il faut qu'ils descendent avec des porteurs parce que c'est une journée. Là, ils partent avec un porteur.
Là, ils partent avec la bouffe, ils donnent le plus possible de bouffe aux gens, mais à un moment donné, il y a des limites. Là, t'es rendu à un autre palier plus loin, OK? Là, il y en a encore 5 autres qui abandonnent. Fait qu'on est rendu comme 5 à y aller vers la fin. Mais là, on a juste un guide, un porteur qui, on dit, on essaie de se loader, on n'a pas de sac à dos parce qu'on s'était dit que c'était eux qui amenaient les affaires. Fait que là, au final, on monte de même. Dernière journée, on n'était plus de bouffe, là. On avait quasiment plus d'eau. Fait que là, on est tous là à manger des petites gaufrettes pendant une journée, là. Fait que t'as une journée où c'est juste des gaufrettes, tu manges. Je me rappelle, j'étais rendu au sommet puis je demandais au monde s'il n'y avait pas de la bouffe pour moi, des étrangers, là. Je disais, avez-vous un morceau de chocolat, quelque chose? Je faisais pitié, là. Puis quand on montait, OK? Je montais avec un de mes chums pompiers aussi. Super orgueilleux. Puis lui, il était tanné, il était épuisé. Fait que c'est juste dit, moi, je pars. Mais il était comme 3 heures du matin. Mais il fallait attendre, puis il fallait monter avec le lever du soleil parce que sinon, il faisait trop fret. Puis lui, il était en hoodie. Moi, j'étais en coupe froid. Fait que là, lui, il part. Ça en amène non, il part tout seul. Puis là, un moment donné, ça fait comme 5 minutes qu'il est parti. Mais 5 minutes à un bon pace, tu peux pas courir. Là, le guide, il dit, où ton ami? Il dit, moi, je suis blessé. Il y avait un problème mon ACL. Il dit, tu peux-tu, toi puis ton ami, vu que vous êtes comme pompier, pouvez-vous monter le reste du groupe jusqu'en haut? Il reste juste ça, c'est juste ça. Puis là, on le cherche. On le voit, il est là. Il y a à peu près 5 minutes d'avance. Fait que là, il dit, il dit, pars, va le chercher. Puis là, il dit, va le retrouver le plus vite possible. Puis le monde pouvait pas comme me suivre parce qu'il disait, c'est super dangereux. Qu'est-ce qu'il fait là? Je pars après lui. Mais mon 5 minutes d'écart, il reste toujours à 5 minutes d'écart. Là, il est fâché, puis il veut se rendre en haut. Puis moi, tout, je suis épuisé. Là. Fait que je le vois, puis je suis pas capable de le rattraper, mais il est pas loin. Puis à un moment donné, je le vois plus. Là, je le vois plus pas à tout. Je tourne un coin de roche, il était en crise d'hypothermie. Sur le bord d'une roche en coton ouaté, là, il est en train, il est comme plus capable, il dit j'ai plus d'énergie, j'étais en train, mon corps il vient de shut down. Tu vas pouvoir sûrement parler de ça, qu'est-ce qui s'est passé. Il est en train de shut down, là, moi je suis comme, je sais pas quoi faire. Puis là, j'ai un sleeping bag, là. J'avais un sleeping bag en arrière de moi dans un genre de sac qui prenait toute ma place, pour ça je pouvais pas mettre de gaufrettes. Là. Fait que là, je mets le sleeping bag, je le réchauffe un peu, je sais pas trop quoi faire. Fait que je le réchauffe en caresse puis en le frottant, mettons, genre. Puis il était pas trop d'accord, là, vraiment un gros tough. Là. Fait que là, je le flatte jusqu'à temps qu'il sente comme un peu mieux. Puis là, moi, je voulais monter ça. Puis il m'a fait comme une scène de film, là. Continue sans moi. Laisse-moi derrière. Inquiète-toi pas, je vais retrouver mon chemin. Je ris un peu à ça qu'il crèvera pas parce que il me dit continue. Fait que là, le monde arrive parce que là, le monde arrive, il voulait que je continue avec eux. Fait que là, je continue avec eux. Mais là, lui, quand il est redescendu, là, il y avait une crevasse en V. Okay. Il a descendu à droite au lieu de descendre à gauche vers le camp avec le foyer puis tout le monde, OK? Quand il est descendu à droite, à un moment donné, il descendait la grosse craque, puis il s'est rendu compte qu'il était vis-à-vis le feu, mais qu'il avait la grosse crevasse. Fait qu'il fallait qu'il remonte à peu près peut-être 30 minutes pour redescendre. Il a comme shutdown, abandon, il était sûr qu'il crevait. Il s'est mis dans son sleeping bag, puis il s'est comme tout dissipé ça au complet. Là. Puis pendant la nuit, à Bali, là, il y a des singes sauvages en montagne. Là, il se met à entendre plein de singes alentour de lui, puis il picosse le sac. Là, lui, il était sûr qu'il crevait. Là. Il était sûr, il comptait ça le lendemain. Il a été malade pendant comme une semaine à cause de sa crise d'hypothermie. Ouais. Fait que c'était ça l'histoire. Ça va vraiment être nice de faire une expérience comme ça, de monter une montagne pendant des jours. J'ai jamais fait ça. Ouais, mais c'est beaucoup de préparation. Il y a beaucoup de choses à penser. Mais ouais, c'est une expérience d'une vie. Puis une fois que tu reviens. T'es zéro préparé. Ouais. Puis c'est surtout là après que les gens y pensent pas. Là, t'es comme pas en dépression, mais c'est un dur retour à la réalité, honnêtement. Là, dis-toi, 3 semaines, t'es avec les mêmes gens, un petit groupe de 4-5. 3 semaines de monter puis descendre? Ben, l'expédition, c'est environ ça, 3 à 4 semaines. Quand tu montes l'Everest, c'est 10 semaines. Oh my God. Ouais. Fait que, tu sais, les connexions que tu fais là-bas, c'est inexplicable. Tu peux pas vraiment aussi en parler à personne parce qu'il y a juste les personnes qui l'ont vécu ensemble qui peuvent relate, tu sais. Puis dans une journée, on a envie des affaires. On se lève quand le soleil se lève, on se couche quand le soleil se couche. Donc, il s'en passe des affaires dans ces 3 semaines-là. 10 semaines. 10 pour semaines monter l'Everest? Ouais. Au complet? Ouais. Dans le fond, il faut que tu... Juste te rendre au camp de base, dans le fond, là, c'est 1 semaine. 1 semaine de marche pour te rendre au camp de base. Une fois que tu es au camp de base, il faut que tu restes minimum 1 mois pour t'acclimater à l'altitude. Donc, le camp de base est à 5300, puis le sommet est à 8848. Puis là, ce que tu fais, dans le fond, pour t'acclimater à haute altitude, c'est que tu vas faire des rotations. Donc, tu vas être au camp de base, puis tu vas monter, exemple, au camp 1, camp 2. Tu passes une nuit là, idéalement, puis après ça, tu viens redescendre au camp de base pour... Dans le fond, quand tu montes, il y a plus de globules rouges qui se forment dans ton corps, puis ça, c'est l'aspect numéro 1 pour l'acclimatation à l'altitude. Puis une fois que tu redescends au camp de base, ben là,
tu vas être capable de mieux récupérer. Parce qu'en haut de 6000 mètres, ton corps ne récupère pas pantoute. Ton corps, il shut down. Ouais. Mais c'est quoi, tu sais, je te vois aller, là. Nous, on a toujours cet adage, moi puis mon partenaire, on se dit, on monte la montagne. C'est ça, le apex, OK? On monte la montagne, puis tant aussi longtemps on n'est pas rendu dans le pic, on va wave dans le pic ou ben tu vas nous retrouver mort, mettons, au milieu du chemin. On se dit toujours ça avec le apex de la montagne. Mais toi, c'est quoi qui te motive à monter une montagne tout le temps? C'est où? Tu vas en aboutir où avec ça? Ben, tu sais, moi, c'est en dedans de moi. OK. C'est vraiment la place, comme j'expliquais tantôt, c'est la place où que je me sens le mieux, où que je suis plus hors de ma zone de confort. C'est là que je vais chercher mon adrénaline. C'est là aussi que je vais me chercher aussi un genre une fierté en tant que telle. Puis je veux aussi montrer qu'est-ce que l'humain est capable, de où je suis parti, puis ce que je fais maintenant, puis aussi que tout le monde peut le faire. Je veux aussi inspirer les jeunes à aller dehors parce que c'est incroyable. Puis je pense que c'est des places qui sont peu connues. Puis que l'Everest là, en particulier, là, c'est ton rêve. Là. Ouais. Attends, tu veux monter ça pour 22 ans. Ouais. C'est déjà le plus haut sommet. Ouais. C'est quoi après ça ton prochain objectif? L'espace? L'Everest, c'est le plus haut, mais c'est pas le plus tough. Okay? Parce que tu as 14 sommets de plus de 8000 mètres dans le monde. Puis l'Everest, c'est un des plus faciles. Le plus tough, c'est le K2? K2, tu sais, les gens ils pensent que c'est le K2 à cause de tout ce qui se passe sur Instagram et tout, mais Nanga Parbat, c'est une montagne au Pakistan qui est beaucoup plus difficile que le K2. C'est un 8000 aussi. Donc 8000, c'est la zone de la mort. Une fois que tu passes ce 8000-là, ton corps, tu peux pas survivre. Là. Le chrono, il est lancé, puis c'est 24 heures avant que ça se finisse. Si tu manques d'oxygène. Il n'y a personne qui peut te sauver non plus, je pense, parce que c'est trop haut. Ben non, c'est impossible de sauver quelqu'un à cette altitude-là. Moi, je suis allé à 6800 mètres, puis impossible que j'aurais pris quoi que ce soit de plus dans mon sac. Là, wow. C'est vraiment difficile. Chaque pas est... C'est comme si tu respirais dans une paille, là, honnêtement. Là, monter une montagne au niveau de la mer, déjà, c'est quand même difficile. Mais imagine si t'as pas d'oxygène, là, tu sais. Ouais, ça va être t'imagines, moi, je saute de l'avion à 13 000. J'ouvre mon parachute à 3 000. Le monde, il grimpe jusqu'à 8 000. Ouais. Ah, c'est vrai. On va vu de même. Ouais, fait c'est que, tu sais, moi, je chase les 8000. Je pense que ça va être ça. Parce que, tu sais, là, moi, j'ai toujours la mentalité, toujours plus loin, toujours plus haut. Donc, après l'Everest, c'est sûr à 100% que ça sera pas une finalité. Là. C'est qui le plus jeune? Excuse-moi, c'est qui le plus jeune qui a monté la montagne? L'Everest, ouais. Ça a été battu 14-15 ans là, par un Américain avec papa sûrement hyper riche. Il avait 14-15 ans? Ouais. Holy shit, OK. Ouais, c'est le record. C'est un bon point qu'il amène en disant avec papa super riche. J'ai déjà entendu dire que pour monter l'Everest, ça coûtait vraiment cher. Ouais, on parle de... Ben, tu sais, c'est aussi tout le parcours qu'il y a avant. Il faut que tu fasses plusieurs expéditions de 6000 mètres, 7000 mètres, 8000 mètres si tu as l'occasion. Mais tu sais, on parle d'un budget d'environ 200 000 canadiens, là, monter l'Everest avec tout ce qui importe les autres expéditions, plus... Juste pour monter l'Everest? Dans le fond, toutes les expéditions avant plus l'Everest, c'est un projet d'environ 200 000 mais juste l'Everest, on parle de 100 000 canadiens. Là, ouais. Ah ouais, OK, quand même. Les gens y pensent pas, mais tu sais, juste des bouteilles d'oxygène, c'est hyper cher. Le permis pour aller là, ils viennent juste de monter le permis cette année parce qu'il y avait trop de gens à chaque année. Ils ont rendu 15 000 US, un permis pour monter l'Everest. Ensuite, ton Sherpa. Tu veux pas y aller avec n'importe quel Sherpa. Tu veux un bon. Exact. Tu veux aller avec un bon Sherpa expérimenté. Puis ça, c'est entre 20 puis 100 000 US ton Sherpa. Fait que, tu sais, c'est... Puis tu fais pas d'argent, là. Tu fais pas d'argent, là. C'est vraiment, tu vas là-bas, tu payes, tu vis l'expérience. Comme, mettons, quand je vais faire du ski, là. Tu sais, je paye, j'ai une expérience, j'ai du fun. Ça m'a coûté de l'argent, j'ai pas fait d'argent. C'est ça, j'ai l'air innocent de te dire ça, mais tu vas payer 100 000 puis tu fais pas un sou. Mais j'imagine, toi, tu as une business, on va en parler un peu tantôt. Mais en temps normal, le monde, ils font ça vraiment par pur loisir. Ouais. Les gens qui se ramassent là, c'est souvent des gens très riches. Il y a beaucoup de Chinois,
beaucoup des gens asiatiques qui ont vraiment beaucoup d'argent qui se ramassent là. Puis, une fois que tu montes l'Everest, tu deviens comme le king de ton village, de ta ville. Fait que les gens, ils font beaucoup ça par ego. Il y a des gens que tu vois sur l'Everest puis qui se prennent 3-4 Sherpas avec beaucoup, beaucoup de bouteilles d'oxygène. Fait que ce que ça fait, c'est que ça devient super facile pour toi. Tu peux gager ta bouteille. Fait que tu peux te gager 1 litre à l'heure, 2 litres à l'heure, 5 litres à l'heure. Mais fait que plus t'es en forme, moins tu vas consommer. Exact. Mais à 5 litres à l'heure, là, c'est comme si tu marches au niveau de la mer. Là, fait que ça peut être complètement un autre game. Là. Les gens qui font ça sans oxygène sont inhumains. Là, versus quelqu'un qui le fait avec, exemple, 15 bouteilles pour te rendre au sommet. Normalement, 5 bouteilles, puis t'es correct. Là, ouais. Il y a du monde qui le font sans oxygène? Ouais. Mais ça, c'est vraiment un gros risque à faire parce que là, dis-toi. Mais il entraîne quand même au cas ou même pas? Qu'est-ce que tu dis? Toi, il entraîne même pas en backup au cas où. Ouais, normalement, il entraîne en backup parce que c'est aussi, tu sais, l'altitude, les gens, ils pensent que c'est juste le souffle, mais c'est tout ce qui est relié au froid, comment tu te sens, ta tête, comment tu penses, tes pensées. Si tu commences à avoir froid et tu es en hypothermie, tu es en haut de 8000, puis t'es pas sur l'oxygène, c'est sûr que tu t'en sors pas. Fait que si t'as une bouteille à quelque part que tu peux te plugger, ben là, tu peux te sortir de ton hypothermie. Mais outre que ça, c'est pas mal le mindset fini, beaucoup, là, tu disais? Ouais. Ça, je suis curieux, ton mindset. D'où il vient ce mindset-là? Puis quel genre de mindset que tu trouves que ça prend pour monter ce genre de montagne? Ça vient de où? Ouais, parce que t'as chuté, puis par toi-même, tu t'es décidé de te discipliner en allant au gym, tu vois des objectifs, t'es-tu sauvé toi-même ou t'as eu... Ouais, la montagne m'a sauvé, là, littéralement. Puis je pense que quand tu passes beaucoup de temps là-haut, la montagne t'apprend des choses sur la vie. Puis c'est aussi... Faut pas avoir le mindset de toujours y aller no matter what. Parce que c'est là que les accidents arrivent. Puis sur n'importe quelle montagne, il peut arriver des accidents. T'sais. Fait que c'est toujours prendre un step back puis y aller... Pas toujours avec ses freins, mais comme... Vraiment penser 2 fois avant de faire quelque chose, mais si tu y vas all-in. Fait que, mais je pense que c'est le mindset qu'il faut avoir. Puis si t'es pas all-in, t'es all-out, comme j'ai dit tantôt. Puis t'es all-in aussi dans les réseaux sociaux présentement. Ouais. Parce que ton compte, il grimpe. T'as même fait un concours là en ce moment. Il est rendu à 180 000 abonnés. Quand même. Quand même. Puis comment, mettons, tu penses pourquoi autant d'abonnés? C'est parce que le monde sont intéressés à voir ton parcours ou? Ben, tu sais, moi, je fais des choses qui c'est pas habituel de faire aussi jeune. Donc, je pense que les gens, ça les inspire beaucoup. J'ai monté le Kilimanjaro à 19 ans. Après ça, j'ai fait un Ironman l'an passé à 21 ans, excuse. Puis là, j'ai fait 2 expéditions de 6000 mètres à 21 ans aussi. Puis là, tu veux grimper l'Everest à 22. Exactement. Puis ça, je dis pas ça juste pour les réseaux. Je le pense vraiment. Puis c'est au fond de mon cœur. Mais je pense que les gens, je pense que si tu veux sortir du lot. Exact, sortir du lot, il faut que tu fasses des choses que personne ne fait, puis il faut que tu sois aussi consistant. Moi, je poste sur Instagram depuis que j'ai 18 ans, 2 fois minimum par jour, à part quand je suis en expédition. OK. Fait que, c'est... Des photos, des vidéos? Exact. Ou tu parles des stories, là, moi, ça fait 1 an que ça le... Non, Reel ou Post. Ouais. Puis story entre... Puis c'est du contenu de qualité. Là. Ouais. Moi, je la regarde, il se donne. Là, il arrive à des sommets habillé en veston-cravate. Puis, exact. Ça, c'est un autre exemple que tu vois pas normalement. Exemple, tu ouvres ton cell puis tu vois ça. Tu vas pas swipe, là, tu comprends? Tu vas faire... Qu'est-ce qu'il fait, lui? Tu comprends? Fait que c'est aussi... trouver l'art de la psychologie. Essai-erreur, beaucoup. Puis, je pense que là, j'ai le truc aussi. Mais c'est rare, comme tu dis. Plus que tu shootes, plus que tu as de chance de scorer. Moi, c'est 3. En ce moment, c'est 3 minimum par jour, chaque jour. Fait un entre 7 et 9 le matin, un entre 11h et 1h PM, puis un entre 5 et 7h. Puis ça, c'est toi qui fais ça? Ouais, tout moi. Tout moi. Comment tu trouves le temps de faire ça? Comment tu as réussi à manager ça? Je suis quand même vraiment discipliné. Je me fais un horaire, puis moi, je travaille par batch content qu'on appelle. Donc, chaque lundi, je me prépare 7 à 15 posts que je vais faire. Le mardi, je vais faire 7 à 15 reels que je vais faire.
Puis après ça, je me programme tout ça pour la semaine. Donc là, j'ai plus rien à faire après. Ça dure combien de temps, ce genre de, mettons, lundi, mardi, là? 7 à 15 reels, c'est beaucoup de reels, là. Ouais. Hey, c'est quoi, toute la journée, tu travailles pour faire des reels? Honnêtement, tu sais, mettons, je me lève à 7 h le matin, je me lève à 6 h, je vais au gym à 7. Ensuite, je m'en vais pour une course. Je reviens chez nous à 10. Puis de 10 à 5, je suis là-dessus. OK. Ouais. 10 à 5, 2 fois par semaine. T'as-tu une job? Non, c'est ça ma job. C'est ça ta job. Ouais, fait que tu vis de tes commandites. Ouais, exactement. Ouais. T'es commandité par qui? DJI, la compagnie de drones. Je sais pas si vous connaissez. Ben oui, c'est gros, ça. Ouais, Shop Santé. Cell, plein air, vous connaissez aussi sûrement. Ouais. Insta 360. Je suis aussi partenaire avec Guru. C'est pas un sponsor, mais c'est partenaire. Puis là, en ce moment, je suis en communication avec vraiment un gros sponsor que je peux pas en parler en ce moment parce qu'il n'y a rien de confirmé. Donc, je vais pas évoquer des soupçons ou whatever. Mais, Moi, je vais évoquer des soupçons, je suis sûr c'est Red Bull. mais ouais, exact. En ce moment, je suis en train de parler avec un très gros sponsor. Là, C'est tellement nice, t'as tellement sorti du lot, c'est tellement un domaine différent. Mais fait que là, la première fois que t'as reçu ton premier sponsor, puis t'étais comme, oh shit, je peux faire de l'argent de ça. Ça t'a-tu plus motivé ou t'as toujours, tu m'as dit, depuis 18 ans, tu postais tous les jours? Non, exact, non. Ça a jamais été une question d'argent. Ça a été plus une question de, je sais que c'est le seul moyen que je peux vivre de ça, puis en plus, inspirer des gens. Mais moi, je veux pas devenir multimillionnaire. C'est pas quelque chose qui tu sais, si ça vient avec, tu vas l'être, je pense. Je vais le prendre si ça vient avec, mais c'est pas mon objectif. Tu sais, je fais pas ça pour l'argent. J'ai toujours aimé ça, créer du contenu. Puis je pense que c'est pour ça aussi que je suis autant consistant année après année, c'est que j'aime ça. Tu sais, j'en vois des gens qui commencent puis qu'après 2-3 mois, ils voient pas de résultats. Puis ils arrêtent. Mais tu sais, moi, ça m'a pris 2 ans avant que ça commence à exploser, tu sais, mais aussi c'est beaucoup d'investissements que les gens ils sont pas prêts à faire. Tu sais, moi, quand j'ai annoncé que j'allais au Kilimanjaro à 19 ans, je pense que j'avais 1500 pièces dans mon compte, là. Tu sais, je travaillais au gym où j'ai rencontré Julien, justement. Puis je gagnais 400-500 pièces par semaine. Puis le voyage, j'étais dans comme 2 mois. Puis là, il fallait que je ramasse le cash d'une manière ou une autre. Puis j'ai réussi à trouver l'argent, j'ai fait du contenu là-bas. Fait que là, ça a commencé un peu. Là, après ça, je suis revenu, il me fallait un autre objectif, Ironman. Mais là, même affaire, j'avais pas aucun argent dans mon compte. Il fallait que je m'achète un vélo à 5000. Il fallait que je m'achète un trainer. Il fallait que je m'inscrive le billet Ironman 1500. Tu sais, fait que c'est toutes des affaires que les gens, je pense, qui sont pas 100% prêts à faire pour vivre des réseaux sociaux. C'est bien correct aussi, tu sais, je veux dire, c'est pas tout le monde qui veut faire ça, mais tu sais, si tu le veux vraiment, à quel point tu le veux, tu sais, moi, j'étais prêt à tout, là. Puis c'est comme ça que... Présentement, justement, en parlant du Kilimanjaro, il fait un concours. Je pense que c'est 5000 pièces l'expédition. Ouais, exact. Tu vas nommer le gagnant le 14 février. Ouais, exact. Je fais gagner quelqu'un pour... dans le fond, moi, j'organise une expédition au Kilimanjaro avec une gang de Québécois, puis je fais tirer la chance à quelqu'un de venir avec nous gratuitement, là. Donc ça, c'est super cool, là. Une valeur d'environ 5000 $, c'est quand même un beau gros tirage, là. Ben oui. Ça, comment tu payes ça? C'est-tu avec tes sponsors, dans le fond? C'est eux, non, j'ai réussi à avoir un deal avec la compagnie avec qui je fais affaire là-bas. Tu sais, moi, je suis pas le guide. Oui, je suis un guide là-bas, mais j'engage une grosse compagnie qui travaille là-bas. Il va y avoir environ 50 personnes de porteurs, de cuisiniers, de guides. Donc, OK, ton expédition, elle va être immense, là. Ouais. On va être peut-être 70, là, sa montagne. Là. En ce moment, on est 15 personnes, 15 Québécois. 15-20 grimpeurs, puis 50 comme porteurs. Puis, Ouais, exact. C'est énorme, là. C'est ce qui est déployé là-bas, là. C'est pas... ça prend combien de temps à monter le Kilimanjaro? Round trip, on parle de 9 jours environ. Mais tu sais, ça se fait en moins de jours, si tu veux. Là. C'est pas une montagne qui est technique. C'est pas une montagne difficile. Ce qui est difficile avec ça, c'est que ton corps, il faut qu'il s'acclimate bien. Puis en 7 jours, normalement, c'est assez pour que tu sois capable de t'acclimater, mais c'est pas tout le monde qui est capable. Le taux de succès du Kilimanjaro, il est en bas de 50%. Même si la montagne est vraiment pas difficile. C'est comme si tu vas au Mont-Saint-Hilaire là, pendant 9 jours. Là. C'est sûr que c'est pas les mêmes décors, mais il y a rien. Tout le
tout le monde serait capable de faire ça au niveau de la mer, mettons. Mais c'est juste à quel point ton corps il s'acclimate. L'altitude, quand t'es pas allé, tu le sais pas à quoi ça ressemble, mais c'est pas fait pour tout le monde. Là. Moi, je connais la plongée, là, mettons, à chaque, je sais pas, 10 mètres, là, ton oxygène la coupe comme de moitié. Ouais. Comment ça fonctionne en hauteur? Parce que moi, je suis zéro alpiniste. Je connais rien. Moi, je connais pas, mettons, 3-4 000, mais je sais que, mettons, à 8 000 mètres, t'es à 30%. À 7 000, t'es à 40%. À 6 000, t'es à 50%. Mais je pense que c'est ça, à chaque palier de 1000, tu descends de 10% là, en termes d'oxygène. Là. Mais tu sais, 30% d'oxygène, c'est plus assez. Mettons à 8000, c'est plus assez pour que ton corps il survive. Puis tu sais, c'est pas tu descends à 7009 puis t'es correct. Là. Tu descends en bas de 5000 là, pour que ça soit correct. Il y en a qui crèvent à 4000, tu sais, fait que c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Okay, mais le reste, c'est vraiment mortel. Là. C'est quand même très dangereux. C'est quoi le taux de réussite, mettons? 50%. Tu sais, l'an passé, il y a eu 900 ascensions de données, si je m'en 900 permis de données, puis je pense qu'il y a eu comme 400 sommets, si je me trompe pas. Mais tu sais, c'est plus comme avant. Tu sais, maintenant, il y a des météorologues au base camp, l'équipement est top-notch. Fait que c'est plus... Mais c'est tellement populaire qu'il y a du monde qui ont la sécurité, pas la CSST des montagnes, mais de quoi de genre, on a dû se mettre le nez là-dedans puis dire, regarde, c'est dans tout le monde crève là, fait qu'il faut quand même arrêter le fléau. Il faut trouver une manière de faire ça plus sécuritairement. Puis, Ouais, mais tu sais, eux autres, le Népal, là-bas, c'est un pays vraiment pauvre, où que l'Everest est, là, c'est le Népal, puis c'est vraiment un pays très pauvre. Donc, eux autres, ils veulent pas restreindre les permis. Là. Dis-toi, 15 000 US par permis, il y a 900 grimpeurs par année. Ils sont en palette, là. Oui, ça fait eux autres. Puis ils n'ont pas juste elles. Là. Toutes les 8000 sont soit là, soit au Pakistan, ou soit en Chine, tu sais. Fait qu'eux autres, ils ont 4, 5, 8000 là-bas. Donc, eux autres, c'est beaucoup, beaucoup d'économies. Puis tu sais, c'est pas juste le permis, c'est ton billet d'avion, l'hôtel, les restos que tu dépenses là-bas. Donc, tu roules l'économie. Là-bas, tu sais, mettons, tu vas au village là, où tu atterris normalement, c'est Katmandou, là, puis c'est juste des trucs de montagne. Tu sais, c'est des shops de gear. Tu sais, ils savent que c'est ce qui pogne. Là. C'est logique. Fait qu'eux autres, ils arrêtent de mettre des permis. C'est fini. Là. Leur économie, ça plante bien. C'est ça, ils vivent de ça. Ouais, ils vivent de ça, ils sont fiers de ça. Puis 100%. Ils doivent avoir une forme physique incroyable. Là. Les Sherpas, là, à monter ça combien de fois? Il y en a un qui t'a déjà dit c'est quoi le maximum qu'un Sherpa a monté, mettons, le record de nombre de fois? Tu sais, mettons, moi, quand j'étais allé dans le fond, là, je reviens tout juste du Népal, là, un mois ou deux. Puis le Sherpa que j'étais avec, il s'appelle Jelji Sherpa. Okay? Puis ce Sherpa-là, il y a plein de records. Il y a le record de la rescue la plus haute en altitude. Je sais pas si vous avez vu la vidéo sur YouTube, là, mais il y a un gars qui lui, il montait avec son client en haut du camp 4 de l'Everest qui est à 8200, là, où tu survis pas. Puis il a vu quelqu'un qui était en train de crever, même pas son client, un gars. Puis ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé chercher son sleeping bag au camp 4, il a remonté, il l'a tapé sur son sleeping bag. Dans son sleeping bag, il l'a mis sur son dos, puis il a descendu toute la montagne. Et puis le gars, il a survécu après ça à l'hôpital, mais il était en train de crever. Puis le Sherpa, dans le fond, là, il mesure 5 pieds 2, là, il est tout petit, mais tu sais, puis le gars qui était en train de mourir, il n'y avait pas de guide, il n'y avait pas de Sherpa, il n'y avait pas rien? Ça, je pourrais pas te dire. C'est sûr qu'il y avait un Sherpa, t'es obligé d'avoir un Sherpa. C'est comme une loi là-bas, là. Mais je sais pas. Peut-être comme ton ami, là. Son Sherpa, il est peut-être mort aussi. C'est des choses qui arrivent, là. Sherpa est tombé malade, il est resté au camp 4. C'est des choses qui arrivent en haute altitude. Tu sais, dans le film L'Everest, moi, je l'ai vu, ça fait un bout. Fait que, j'aurais dû le réécouter avant notre podcast pour comme plus. J'ai même pas écouté. Tu l'as pas écouté? Non. J'ai écouté bien des films sur l'Everest, mais je pense que lui, je l'ai pas écouté. Il est bon, là. Je pense que c'est une histoire vraie, si je me trompe pas. Ça se peut, je pense que c'est une histoire vraie. Puis, tu sais, à la fin, là, quand tu vois comme les cadavres en montant, là, je sais pas si c'est encore de même. Là, mais... Ouais, c'est encore de même. Les corps sont impossibles à descendre. Là. Souvent, ils sont. Ouais. Puis souvent, c'est des repères sur la montagne. Fait que le monde dit, ils se collent en radio, il faut tout le temps avoir une communication avec la team en bas. Là, il dit, OK, on a rendu Boots, Green Boots. Fait que ça, le Green Boots, ça, c'est le gars qui est sur le Hillary Step, qui appelle le dernier gros step avant de monter au sommet. Puis il y a un gars qui est figé là. Il y en a une couple. Avec des bottes vertes. Ouais, avec les bottes vertes. Fait que c'est le point de repère. Ouais. Ah ouais. Green Boots, ouais. Il monte. Puis ça, c'est à partir de quand que tu rentres dans la dead zone? 8000 mètres. 8000 mètres, tu rentres dans la dead zone. Exact. Puis toi, tu t'entraînes autant
pour survivre à la dead zone. Ouais, je m'entraîne dans des conditions quand même assez extrêmes, là. Mais tu sais, l'inconvénient ici, c'est que les montagnes, la plus haute, mettons, à 5 heures de char, 8 heures de char à la ronde, c'est Mont Washington, 1917 mètres. Donc, pour l'altitude, la seule manière de t'entraîner pour ça, c'est d'aller en expédition. Mais par contre, les White Mountains et le Mont Washington, c'est les places où que le vent est le plus fort au monde. Ils ont les records de froid aux States, ils ont les records de vent. 234 miles per hour qui a été enregistré en 1934. C'est le vent le plus fort qui a été enregistré sans que ce soit un hurricane ou un cyclone. Là. Puis là-bas, c'est pas beau. Là. Puis toi, là, tu montes ça. Ben, j'essaie de la faire 2 fois semaine dans des conditions vraiment extrêmes. Là, en ce moment, cette semaine, je peux pas y aller. Il y a des grosses conditions d'avalanche là-bas. Fait que je peux pas mettre les pieds là. Puis je conseille à personne de mettre les pieds là aussi. Mais t'as-tu des cours de même? Des cours, exemple, comment survivre pendant des avalanches? Ou J'ai pas pris de cours. Mais tu sais, je suis tellement avec des gens qui l'ont fait, puis qui en ont pris, puis qu'ils savent c'est quoi. Donc, tu sais, s'il y a une avalanche, je sais quoi faire. Voulez-vous savoir quoi faire? Ouais. S'il y a une avalanche qui tombe sur la tête, il faut que tu essaies de courir vers l'avalanche. Parce que le plus gros de la neige, il s'en va en arrière. Fait que si tu cours en arrière, t'es fait. Une fois que t'es dans l'avalanche, si t'es pogné, il faut que tu craches. Parce que tu sais pas si t'as la tête en haut ou la tête en bas. Fait qu'exemple, si tu craches en bas puis la salive va en haut, ben là, il faut que tu tournes. Une autre affaire, quand ça tombe, quand tu vois l'avalanche tomber, il faut que tu te fasses une poche d'air. Comme ça, parce que s'il y a des gens qui survivent à côté, ils vont être capables, t'es capable d'aller chercher un 5-10 minutes de plus. Puis normalement, quand tu vas dans des conditions comme ça, il faut que t'amènes une pelle avec toi. Donc, chacun a sa pelle, puis, on s'en va à la guerre, là. Puis, il faut faire attention beaucoup, là, tu sais. Ça, c'est comment survivre à une avalanche. Ouais. Fait que tu cours, c'est un peu contre-instinctif, là. Fait que tu cours vers ce qui risque de te tuer. Après ça, tu craches. Tu cours vers la montagne, mais là, après ça, c'est quoi? Tu essaies de piquer pour essayer de rester à la même place, I guess, pour que la neige se rende jusqu'en bas, genre. Tu t'accroches après un pic. Ouais, ben, comme je te dis, tu montes vers l'avalanche, puis t'essayes que ta tête soit à l'extérieur de la neige une fois que ça tombe, là, parce que être là-dedans, ça doit être... tu sais, il n'y a rien à faire, là. Hey, 3 pieds de neige genre, par-dessus toi, c'est lourd, là, tu peux pas t'en sortir, là, tu sais, fait que c'est tous des risques qu'il faut vraiment faire attention. Moi, samedi dernier, je suis allé justement au Mont Washington, puis dans le fond, c'est un 4 km avant que tu arrives à la genre de ravine. Puis la ravine, c'est un gros mur, OK? Puis les avalanches, dans le fond, ça se provoque dans une pente de 40 à 45 %. Si c'est en bas de 40 %, la pente n'est pas assez raide pour que ça drop. Puis en haut de 45, normalement, la neige, elle reste juste pas, tu sais. Puis t'as comme une ravine, pas mal, tous les couloirs, c'est entre 40 et 45. Fait que là, on arrive là parce qu'il y a du monde qui font des tests là-bas, là, parce que c'est super populaire, Mont Washington. Là. Donc, il y a du monde qui font des tests. Puis là, ces gens-là de la team, ils nous disent, faites attention, tout le couloir à droite là-bas, c'est hyper risqué pour les avalanches. Puis c'était niveau de 1 à 5. Là, c'était niveau 3. Donc là, on est fait, OK, on va aller voir quand même, tu sais, on sait ce qu'on fait un peu, là. Puis là, maintenant, on monte. Là, comme maintenant, on commence à avoir de la neige jusqu'aux genoux. Là, on est comme, ça, si ça tombe, ça va faire mal, tu sais. Maintenant, on met notre piolet. Parce qu'il faut que tu grimpes avec ton piolet. C'est quoi un piolet? C'est un genre de... En anglais, on appelle ça un ice axe. Là. C'est genre... T'as sûrement déjà vu ça. Ah oui, là. pour piquer. Ouais, l'affaire pour piquer. Ouais, exact. Mais c'est pas que les 2 petits piolets comme tu penses. Là. C'est pas un piolet, c'est un long. Comme ça, tu peux marcher avec quand c'est quand même... plus incliné. Puis aussi, ça, ce que ça fait, c'est que si tu tombes, tu sais, le piolet, il est comme vraiment pointu, là, ça rentre dans la glace. Fait que si tu tombes, tu fais juste te mettre tout ton poids vers l'avant, puis tu vas rester accroché à la neige. Mais anyway, on met notre piolet à terre pour marcher, puis là, il y a une grosse craque de genre ça qui se fait là, 10 mètres alentour de nous. Fait que là, on est comme... Je pense que c'est... Tu sais, tu le sens là, quand la montagne ne veut pas que tu sois là. On avait plusieurs signes normalement. Après 2 signes, tu t'en vas. Là,
Fait que nous autres, ça, plus que les gens, ils nous avaient dit de faire attention, je pense que c'était... Fait que t'as laissé faire. Là. Ouais. Puis tu sais, c'est des choses qui arrivent, là. Tu sais, les gens, ils ont de la misère à tourner de bord parce que, tu sais, c'est des montagnes qui à 3-4 heures de Montréal. Fait que 8 heures de route dans ta journée. Mais tu sais, faut que tu y penses 2 fois, là. Ta vie est plus importante qu'un semaine dans une journée. Puis c'est juste une expérience que... C'est de la misère, moi, je peux retourner demain si je veux, je peux y retourner dans 2 jours. La montagne va toujours rester là, mais ta vie, par contre, des fois, la montagne, elle veut pas, puis il faut que tu la respectes. Elle est plus forte que toi, puis elle va toujours avoir le dernier mot. Là. Parlant de sécurité, là, mettons pour les gens à la maison qui aimeraient ça, peut-être commencer à faire des hikes ou ainsi de suite. Là. Ouais. Les meilleurs conseils de sécurité que tu peux donner dès le début. Ouais. Pour pas que le monde ait peur. Parce que souvent, le monde va avoir peur de faire de quoi parce que c'est de l'inconnu. Mettons, qu'est-ce que tu pourrais dire qui pourrait rassurer le monde puis les inciter justement à monter des montagnes? Parce que là, en ce moment, quand tu parles, ça fait peur. Ouais. Pour enlever la peur des gens qui voudraient le faire, les encourager à le faire, ça serait quoi, mettons, toi, ta routine? Qu'est-ce que tu fais à part te tenir en forme? Ouais. Je parle à part te tenir en forme, bien manger, puis ainsi de suite, tes habitudes de vie. Je parle quand tu viens pour monter une montagne. Exemple, moi, comme pompier, il faut que je check mon appareil respiratoire, il faut que je m'assure que tout est étanche, tout fonctionne bien pour que j'aille de l'air si jamais je suis dans le feu. Toi, avant de hiker, c'est quoi le check-up que tu fais de ton équipement? Ouais, tu sais, moi, je pense qu'il y a plusieurs choses, mais il y en a 3 en tant que telles que c'est vraiment primordial qu'il faut que j'aille. Premièrement, je vais jamais tout seul. Okay? Fait qu'il faut tout le temps qu'on soit à minimum 2 pour aller sur des high peaks. S'il arrive de quoi, à 2, t'as pas mal plus de chances de t'en sortir que tout seul. Puis jamais faire une montagne que t'as jamais faite tout seul. Si, exemple, c'est la première fois que tu vas monter une montagne puis tu vas faire ça tout seul, c'est pas long que tu peux te perdre. Là. Puis ça peut vraiment mal virer. Même chose, si vous êtes deux amis qui allez là tout seul, pour la première fois, c'est pas une bonne idée. Deuxièmement, moi, quand j'étais dans mon parcours, là, quand j'ai commencé à monter une montagne, je me fiais juste à mon sel. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le sel, dès qu'il va commencer à faire moins 25, moins 30, il shut down. Fait que si tu te fies juste à ça pour ta navigation, tu peux te perdre solide. Là. Fait que moi, je conseille vraiment soit avoir une montre GPS Garmin ou un Garmin satellite. Ça, c'est vraiment le best. Moi, c'est ce que j'ai, un Garmin satellite. Ça permet aussi d'envoyer des messages, même si tu n'as pas de réseau. Tu peux demander. Moi, souvent, quand on est sur le mont Washington, je peux demander des demandes météo au sommet, il fait combien, sans que j'aie besoin de réseau. Par exemple, s'il fait, je sais pas, moins 58 au sommet, mais là, je suis comme... ça va être pour une autre fois, tu comprends. Mais tu sais, le Garmin satellite, je pense que c'est super important de toujours avoir ça sur toi. Aussi, s'il arrive de quoi, il y a un piton sur le côté, tu pèses là-dessus, puis ça appelle les secours, ça envoie ta localisation, fait qu'ils viennent te chercher, c'est pas trop long. Fait que ça, super important aussi. Troisièmement, ça, c'est des gens quelque chose que personne ne sait, mais des couvertures de survie. Okay? Je sais pas si vous savez c'est quoi, c'est genre des couvertures en aluminium. Ça coûte 2$ sur Amazon. Puis ça pèse je sais pas moi, 1 livre. Là, c'est super pratique, ça prend ça de place dans ton avec l'aluminium, ça garde ta chaleur. Ouais, exact. Fait que si t'es en hypothermie, ça, c'est une bonne façon de t'en sortir. Quand tu vas faire des ultramarathons, là, des longues distances, c'est une des choses qui oblige aux gens à avoir. Là, fait que, d'avoir les petites. Tu parles les couvertures d'aluminium. Ouais, exact. Fait que si on fait un recap, c'est jamais être tout seul pour monter. Ouais. Fait que toujours être à 2. Jamais monter. Toujours être aux 2, surtout quand tu n'as jamais fait la montagne. Ouais. Après ça, quand tu viens plus expérimenter, tu peux le faire tout seul, mais c'est pas sécuritaire. Puis j'ajouterais à ça, pas commencer à faire des montagnes l'hiver. Parce que c'est 2 games différents l'hiver. Comment t'habiller, comment layer up. Les gens, ils savent. 90% du monde, ils savent pas comment s'habiller là, en montagne. Là. Quand tu sors de ton char, il faut que tu sois quasiment congelé. Il faut que tu ailles frette. Ça, les gens, ils comprennent pas ça. Là. Même j'ai des amis qui, Chris, ils sortent du char, là, ils ont tous leur gros layer. Je suis comme, hey man, dans 5 secondes, tu vas suer, tu vas créer de l'humidité, puis en haut, tu vas geler. Là, fait que c'est en hiver, il y a beaucoup plus de choses qu'il faut que tu penses. Tu as beaucoup moins le droit à l'erreur. Si, exemple, tu as juste une paire de mitaines puis ta paire sur le top, tu peux perdre ta main, man. C'est des choses qui arrivent. Là, c'est tellement une question de préparation plus qu'autre chose. Ouais. Celui qui est le mieux préparé va toujours mieux réussir. Ouais, parce que la montagne est toujours plus forte que toi au final. Okay. La montagne veut toujours finir par te tuer. Si tu restes là, exemple, sur le sommet, mettons, tu te casses une jambe sur le sommet, là, je suis au top du Mont Washington, je me casse une jambe, il fait moins 48, là,
il est midi, mettons, là. Mais le soir, il va faire moins 55, là. Tu comprends? Puis des fois, tu sens pas le froid parce que tu es tout le temps en train de bouger, tu bouges. Mais une fois que tu arrives sur le sommet puis tu bouges plus, là, s'il arrive de quoi, c'est pas long que tu... c'est fini. Game over. Tantôt, là, tu parlais des 5 fois que tu as failli mourir dans ta vie. Ouais. C'est quoi, t'es capable de nous raconter ça? Ouais, je vais... La avec ça, toi. Mais je suis curieux aussi avec la préparation après. J'aimerais ça qu'ils me disent qu'est-ce qui fait en sorte... Qu'est-ce qui fait en sorte d'être aussi préparé? D'où tu sors cette information-là? Tu lis, tu prends des notes? Ça, ouais. Ben écoute, c'est quand même, comme je te dis, la montagne est plus forte que toi. Fait que si t'arrives pas préparé, elle va te le faire comprendre. Puis je pense que, comme je te dis, t'as pas le droit à l'erreur. Une erreur peut te coûter la vie. Quand je suis allé au Chili, là, 2 semaines, ça, c'est rien de grave, mais 3-4 heures, là, j'ai pas mis mon genre de buff par-dessus mes lèvres, puis mes lèvres étaient rendues toutes brûlées là, après. J'étais rendu au sang là, pendant... C'est quoi un buff? Un buff, c'est un genre de cagoule super mince que tu te mets pour te protéger du soleil parce que en haute altitude, chaque 1000 mètres, tu rajoutes un UV. Fait qu'exemple, le UV est à 8, puis t'es à 6000 mètres, mais là, le UV tombe à 14. Hey, puis je sais pas. Puis ça, pour le monde à la maison, c'est intéressant. Si tu veux te faire bronzer, vous t'ailles en haut de la montagne. Non, mais le soleil est trop fort, tu brûles. Puis je sais pas si vous avez vu, là, les gens me demandent tout le temps pourquoi tu portes tes lunettes rondes. Là? Ça, c'est des lunettes grade 4 pour aller sur des glaciers. Si tu mets pas ça en haute altitude, ta pupille, elle brûle. C'est pas dans le film Everest, c'est ça, le gars il perd la vue. Ouais, exact. C'est des choses qui arrivent. Là. Puis sur les glaciers, c'est encore pire. T'sais, nous autres, au Chili, il n'y avait pas de neige parce que c'est des volcans. Puis c'est ça. Mais quand t'es sur un glacier, c'est comme en bateau. Ça reflète. Fait que c'est... Vous savez, en bateau, là, c'est... Vous en avez déjà fait, là, j'imagine. Ouais. Tu bronzes pas mal plus, là. Oui, parce que ça reflète sur l'eau. Exact. Mais imagine, en altitude, puis tu rajoutes les UV en plus. C'est mortel, là. Puis ça me fait penser à quelque chose, là, avec tes lunettes, puis avec l'altitude, ainsi de suite. J'ai vu de quoi, dernièrement, concernant... Les autres qui vivaient dans le grand froid dans le nord, OK? Ils mettent des lunettes qui sont faites à base d'eau. Tu sais, je sais pas quelle ethnie exactement qui est là, mais ils mettent des lunettes à base d'os, je veux dire, des os, là. Puis sinon du bois ou des roches. Puis c'est comme des lunettes, OK, là, faites comme ça, avec juste une mini craque. Puis c'est à peu près ça d'épais. Peut-être 1 pouce d'épais, là. Puis ça, il explique que c'est pour les empêcher de se brûler les yeux avec le reflet du soleil, ça neige. OK. Et toi, as-tu déjà vu du monde porter ça? Non, ou tu vois ça se voit dans sa face. dans sa face que quoi qu'il parle? Non. J'ai vu ça comme cette semaine, je me disais que c'est vrai que c'est pas fou parce que tu sais, des fois, tu sors dehors, mais tu sais, les autres qui vivent tout le temps dans la neige, là, dans le Grand Nord, là, ils vivent tout le temps dans la neige, qui s'aveuglent. Tu sais, c'est vrai que c'est aveuglant quand tu as déjà été sur une plaine où c'est qu'il y avait juste de la neige puis le gros soleil. Tu vis-tu des défis de même, comme des fois, t'es comme un peu aveuglé à cause de, je sais pas, le reflet du soleil, ça neige chez montagne. C'est sûr, quand tu oublies tes lunettes, tu sais, les lunettes sont faites pour ça, mais c'est sûr, quand tu les oublies, tu finis ta journée puis t'as de la misère à regarder. C'est des lunettes exprès pour ça. Là, ouais, ben oui. T'as pas le choix d'avoir ça, tout le monde a ça. Là. Si t'as pas ça, tu finis ton expédition puis t'es aveugle. C'est pas juste pour te protéger du froid, mais c'est aussi pour te protéger de comme le reflet du soleil. Puis exact. Puis quand t'arrives le soir, là, exemple... Là, une fois que le soleil est down, t'as plus besoin de tout ça. Là. C'est vraiment une protection pour le soleil. Mais le froid est encore là. Ouais, le froid est encore là. Mais tu sais, nous autres, je vais te donner un exemple là, où, mettons, quand on dormait au base camp, on était à 4400. Fait que c'est moins peu. Puis ça reste qu'au Chili, on était dans le désert d'Atacama, que ça s'appelle. C'est une place vraiment chaude. Là. Les différences de température, quand tu vas sur ton 6000 versus quand tu es dans le désert, là, il peut y avoir quasiment 40-50 degrés. Là. C'est fou. Là. Une journée, il peut faire 30 degrés là, au base camp. Mais des fois, il peut faire... la nuit, il fait moins 5, mettons. Ça passe de 30 à moins 5. Ouais, c'est fou, mais c'est parce que là-bas, il y a des tempêtes de sable puis tempêtes de vent. Nous autres, avec nos tentes, il fallait mettre des roches sur nos tentes, il fallait mettre du sable par-dessus. Nos guides, ils nous expliquaient que des fois, le monde, il revenait de leur journée de randonnée, puis la tente était partie. Là. Puis, tu sais, je veux dire, c'est 10 000 $ de matériel là, qu'on a environ chaque, fait que tu veux pas que ça arrive. Là. Puis ça, tu le sais tout en avance ou... Ton guide t'a dit... Non, ça, tu sais ça. En avance, tu sais tout. Ouais. Mais je pense que les gens qui font des expéditions comme ça, c'est du monde pas tant stressé, puis que
il vit le jour, là. Fait que, puis, tu sais, on est prêt à ça aussi, là. Tu sais, pour te lancer dans des choses comme ça, je pense qu'il faut que tu sois prêt à tout parce que sinon, tu vas burn out, là. C'est sûr. On a répondu à ta question. Ouais, vas-y. Ouais, moi, je suis vraiment curieux de savoir les 5 fois que tu as failli mourir dernièrement. Ouais, ben, je peux t'en dire. Je vais pas tout te dire, là, parce que ça va être long. Ouais, la pire. La pire, ben, je vais t'en compter 2, OK? Parce qu'il y en a 2, c'est comme différents contextes. Je vais te compter la première. J'étais zéro expérimenté en hiking. J'étais allé au Vermont. Ça fait combien de temps? Ça fait peut-être 2 ans. C'est quand je commençais, là, tout juste, le 2 hivers. Puis moi, j'aime bien ça, aller monter des montagnes au coucher du soleil. Là. J'aime ça arriver sur le top, que ça soit le coucher du soleil. Mais là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est tough se prévoir parce que souvent, il y a de l'attente aux douanes. T'sais. Fait que là, je pars de chez nous, exemple, à 1h PM. Puis là, j'avais 2 heures de route, 2 heures monter en montagne. Puis là, ça donnait 5 heures sur le top. T'sais, j'avais calculé ça de même. Mais là, j'arrive aux douanes, il y a genre 1h30 de retard. Fait que là, je suis comme, OK, c'est sketch pour le coucher de soleil. Il va falloir que je cours dans la montagne. Là, t'sais. Là, j'arrive en montagne. La trail, dans le fond, souvent, les trails en hiver, ils sont vraiment plus loin. Parce que les parkings en été, souvent, tu montes en montagne, mais en hiver, ils ferment ça, tu sais, parce que c'est pas accessible. Les autos, ils sont pas capables de se rendre là. Puis il y a trop de neige. Fait que là, imagine-toi, là, j'ai 1h30 de retard à cause du soleil, à cause des douanes. Puis là, en plus, j'ai comme un 5 km de plus à marcher, tu sais. Fait que là, je me ramasse sur le sommet. Avec grosse tempête de neige, je me ramasse sur le sommet à genre 7h PM. Non, 9h. Ouais. Entre 7 et 9, là, je me rappelle plus exactement, là. Aucune visibilité. C'est la première fois que je faisais cette montagne-là l'hiver. J'avais de la misère à avancer dans le vent. Puis, tu sais, là, je vous compte ça. Puis, vous n'êtes pas capable de relate à 100%, mais cette fois-là, j'ai vraiment eu peur pour ma vie. Je suis arrivé au sommet. Puis, tu sais, je pense que ce qui est super dangereux aussi en montagne, c'est quand tu n'as pas de visibilité, quand il neige beaucoup, puis il y a bien du vent, puis tu n'es pas capable de voir à 2-3 mètres devant toi. Tu sais, j'avais plus de batterie dans mon cell. Fait que là, je pousse vers le sommet. J'arrive au sommet. Mon ami, il prend une photo. Puis cette photo-là, j'aimerais bien ça vous la montrer, là, mais tu sais, je suis toute glacée. Toute ma face est glacée. Puis on dirait vraiment que je vais mourir. Là, les gars sur l'Everest, là, tu vois les photos, que t'es genre, oh, ça ressemble à ça. Tu sais. Puis là, rendu au sommet, on sait plus trop on est où. Là. Fait que là, on se dit, OK, on se donne une chance. Hey, on n'avait pas de crampons, pas équipé pantoute. Là, aucun moyen de manquer d'expérience. Là. Ouais, non, c'est ça. Fait que ça, je pense que ça a été la chose la plus traumatisante qui s'est passée dans ma vie. Mais il l'a quand même fait. Il était quand même allé en haut. Ouais, mais tu sais, ça, c'est quelque chose que je referais pas dans ma vie. Ben, que ça aurait pu vraiment mal virer. Là. Puis, tu sais, je sais pas si vous avez vu, il y a eu un jeune qui s'est perdu il y a pas long, puis il a jamais été retrouvé. Là. Puis ça m'a vraiment beaucoup atteint parce que, tu sais, c'est vraiment triste, mais aussi, je sais que ça aurait pu être moi. Il y a plein de fois que je suis allé là, pas expérimenté, puis je le sais que j'aurais pu y passer, là, tu sais. Fait que, tu sais, en ce moment, j'essaie de le plus possible sensibiliser les gens à ça, puis, tu sais, souvent, quand il y a des gros risques d'avalanche, des mauvaises météos, je le mets sur mes réseaux sociaux parce que un accident est vite arrivé, là. Puis surtout au début, quand tu commences puis tu sais pas trop ce que tu fais, faut faire attention, vraiment, là. Mais t'avais déjà des red flags, comme t'as dit tantôt, tu parlais de ton expérience, t'as dit, dès que t'as 2 red flags, c'est off. Tu fais demi-détour. Mais là, dans ce temps-là, c'était comment que red flag numéro 1, c'est pas grave. Mais tu sais, comme je te dis, c'était au début quand je commençais à monter des montagnes, donc j'avais aucune expérience. Je trouvais ça drôle. Je trouvais que le danger, c'était hot, là, tu sais. En vieillissant, on s'accroche de plus en plus à la vie. Non, exact. Ça, j'ai remarqué. J'étais vraiment téméraire, moi, à 19-20 ans. Je faisais des wheels en moto, puis après ça, en ce moment, je pense pas que je serais game. Là. Je me dirais, non, exact. C'est la vie de plus en plus. C'est ça, c'était arrivé vite. J'ai des chums qui se sont plantés. J'ai perdu des proches. Je me dis, tu sais, j'étais contre faire ça dans le temps. Là, je vais te compter ma deuxième. La deuxième, c'est le mois passé, là, au Chili, pendant mon summit push. On est parti à 5900 mètres pour le summit push sur le plus haut volcan du monde. Puis c'était un froid extrême. Là. Il faisait moins 30. Puis moins 30 en bas. Fait que ça veut dire que sur le top, moins 35, moins 40. Puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'en haute altitude, le ressenti du froid, il est exposé. Le moins 30, tu vas pas le ressentir en moins 30, tu vas le ressentir en moins 50. Parce que
t'as pas de sang qui circule. Fait que tu gèles vraiment plus rapidement, tu sais. Fait que je monte. Puis à partir de 6700, je perds la carte, là, solide. Je me rappelle quasiment plus de rien. Là. Il paraît que je me mettais en plein milieu de la trail, je m'effondrais à terre. Mon amie Emma, elle me poussait les fesses pour que je monte les 200 derniers mètres. Merci à Emma parce que je l'aurais peut-être pas fait sans toi. Mais... ouais, blackout total. Comme si t'étais trop chaud, mettons. Ouais, ben la haute altitude, c'est ça un peu. Tu sais, tu perds l'équilibre, tes pensées. C'est-tu un peu le même principe en plongeon, on appelle ça une narcose gazeuse? Ça s'appelle ça, ce que t'as fait? C'est quand on arrive à peu près à 100 pieds, là, on fait mettons, le guide va faire des tests, mettons, voir combien de doigts tu vois, puis etc. Puis tu sais, tu peux te sentir un peu comme si t'étais un peu chaud. Ouais, ben c'était un peu ça. Mon ami m'a pris en vidéo. Puis tu sais, j'étais en hypothermie, là, je pense. Ben, je pense que c'était plein de symptômes reliés qui faisaient que j'étais rendu en hypothermie. Puis tu sais, le soleil, dans le fond, il se levait comme l'autre bord de la montagne. Puis un summit push, tu passes souvent dans les petites heures du matin parce que c'est tellement long que tu vas avoir le temps de redescendre avant que le soleil tombe. OK. T'sais. Fait que vers 8-9 heures, le soleil, ça faisait 2 heures qu'il était levé, mais le soleil se levait de l'autre bord de la montagne. Fait que là, à un moment donné, le soleil a comme dépassé le cliff dans les heures. Puis je pense que c'est ça qui a sauvé mon sommet, parce qu'à rendu à 6800, là, je recommençais à être correct. Mais tu sais, là, la dernière section, c'était de l'escalade. Fait que là, il fallait mettre un harnais parce que tu montes pas avec un harnais tout le long. Mais j'étais pas capable de mettre mon harnais. Tes amis ont-tu eu des. Mettons, moi, ce qui me flash présentement, c'est. Tu parles les signes, là. T'sais. Ouais. Mettons, tes amis, ils ont pas vu que, mettons. Ouais. Mon ami Charles m'a dit que là, c'est ta dernière chance. Puis si notre guide, il te voit de même. Il va te refaire virer de bord, fait que lève-toi. Puis, fait que là, ce qu'on a fait, c'est qu'il m'a forcé à boire de l'eau. On n'avait pas beaucoup d'eau parce que toute notre eau était gelée. Mais toi, tu te souviens pas de ça. C'est lui qui t'a raconté. J'ai des petits flashbacks, là, ouais. Là. Il m'a donné des gels énergétiques. Puis ça, c'est la dernière affaire que tu as envie de. Il n'y a rien qui rentre. Là, c'est comme si c'était un lendemain de brosse. Il n'y a rien qui rentre. Fait que là, j'ai pris ça, le soleil s'est levé. Puis là, finalement, ça l'a passé. Mais ça a passé vraiment proche que. Ben, honnêtement, je sais pas à quel point j'aurais pu tolérer plus le froid que ça si le soleil il serait pas levé, là, tu sais. En plus, il faut que tu te descendes. C'est pas juste... moi, j'ai descendre, là, c'est... peut-être avoir l'air faible, là, mais je m'en fous, là, mais chaque 200 mètres, là, je m'assisais à terre. J'avais... Tu sais, quand t'es explosé en montagne, c'est pas comme quand t'es explosé, exemple, dans un triathlon ou... Tu sais, en triathlon, tu peux quit. En montagne... tu peux pas quit. Non, c'est ça. Tant que t'es pas rendu au char. C'est ça. Puis tu sais, t'es en haute altitude, chaque seconde que t'es là, te gruge de l'énergie. Juste vous donner un exemple, vous savez c'est quoi le BPM, le heart rate? Tu sais, au niveau de la mer, exemple, moi je suis au repos entre 40 et 60. Au base camp, j'étais à 110 à 100. Mais ton cœur, là, c'est le moteur de tout ça. Là. Plus que t'es haut, plus que tu gruges de l'énergie. Là. Fait qu'imagine à 6000 là, comment que j'étais. Là, je devais rien faire puis je devais être à 140, 150. Ça gruge d'énergie sur un corps, là, ça. Là. Mais ça, justement, en ayant tes battements minutes plus autant élevés, tantôt tu disais qu'en montant, ton sang ne circulait pas, mais en ayant un battement aussi élevé, ton sang ne circule pas plus vite, me semble. Ouais, je pourrais pas te dire. Mais en gelant... Je pourrais pas te dire... T'as-tu des professionnels qui te suivent pour toutes tes... Non. T'as pas de professionnels qui te suivent pour tout ce que tu fais? Mais je m'entoure avec des gens qui... Que eux, ils en ont. Ou ils en ont eu. Ouais, puis qui font ce que je fais aussi. Fait qu'ils me donnent des conseils. Exemple, là, l'expédition que j'étais allé au Chili, j'étais avec 2 gars qui avaient fait l'Everest l'an dernier. Vous avez peut-être vu le film de Inoxtag, là, Kaizen. Ça me dit quelque chose, ça. C'est le YouTuber français le plus écouté, le plus populaire dans le fond. Puis il a sorti, il faisait un film sur l'Everest. Puis cette année, il y a 2 gars que j'étais avec au Chili qui étaient avec eux. Fait que tu sais, eux autres, ils ont beaucoup d'expérience, ils savent ce qu'ils font. T'as appelé ça le Kaizen? Kaizen, ouais, exact. C'est la mentalité japonaise. Exact. C'est de là que ça sort, justement. Là. Nice. Ouais. Là, je suis curieux. Maintenant, moi, je voudrais faire ça, monter des montagnes. Ouais. C'est quoi que tu regardes sur une personne que tu sais que lui va avoir une certaine forme de succès-là?
Est-ce que c'est la première chose que j'ai vue tantôt? Ce que j'ai compris, la préparation, c'est la clé. Ouais. Deuxième truc, c'est all in or all out. Ouais. Quoi Le d'autre mindset. Ok. Le mindset, ça va être tough, c'est sûr. Même pour moi, c'est tough. Mon Washington que j'ai monté 30 fois en 2024, je le trouve encore tough. Tu comprends? Fait que si tu t'arrêtes quand c'est tough, ben, tu n'iras jamais nulle part. Faut que tu fasses la différence entre tough et dangereux. Puis, tu sais, c'est un autre game de tough. Tu sais, comme je te dis, là, si c'est tough, puis t'es à moitié de ta montée, mais là, il faut que tu te dises que il faut que tu montes, t'as une autre moitié de montée. Après ça, il faut que tu redescendes au complet. Ouais. T'es pas sorti du bois, là, tu sais. Moi, c'est comme quand je courais, on dirait. Avant, je courais, comme je te dis, 10 km par soir. Ouais. À chaque fois que je startais, je me disais, j'ai un 2-3 km qui est rough. Ouais. Mais après ça, là, on dirait que je zonais out. Là. Puis là, c'était facile. Ouais. Puis on dirait que j'étais essoufflé le 2-3 c'est premiers le deuxième kilomètres. souffle, ça. J'étais comme, là, c'est ça. Là, le deuxième souffle embarque, là, puis là, je pensais plus à rien. Ouais, une fois que Là, la ça- fin embarque. c'est ça. Là, je pédalais plus dans le bar, on dirait. Là, je pensais plus à rien. Puis là, je tombais comme en transe, là, en mode relaxation. Puis au gym, là, c'est rendu tough de réussir à me rendre là parce que je fais du conventionnel. Je fais plus comme des high intensity. Là. Ouais. Mais même au gym, à un moment donné, t'atteins, ça fait comme peut-être une demi-heure, 40 minutes, tu t'entraînes. Là, tu le sais que là, quand tu commences à plus penser à rien, là, Ouais. c'est là que ça devient facile. Vraiment. Tu sais, ça te rend là. Ouais. Tu sais, en montagne, ça te prend combien de temps? Toi, sais-tu calculé en Moi, mètres, en temps? Ou... Moi, c'est la seconde que je passe les lignes. Là. On dirait que mon. Toi, c'est vraiment là que Ouais, t'as. ouais, Tu sais, c'est ton on dirait que téléphone, dans le fond, ton break. Ouais. Moi, on dirait qu'une fois que je passe les lignes, c'est. J'ai l'impression que c'est comme une autre planète là-bas. Là. Mais quand tu dis, là, tu commences à monter une montagne, pour toi aussi, c'est dur. Là. Mais moi, je pense que c'est quand que je commence à avoir de l'adrénaline, puis ça commence à être tough. Tu sais, souvent les. Mais je comprends ce que tu veux dire. Là, les 2-3 premiers kilomètres, là, je suis tout le temps genre, qu'est-ce que je calisse? Ouais. Chaque fois. Ouais, chaque fois. Chaque fois, là, c'est fou. Puis je suis tellement Mais content je le regrette après. jamais. Je le regrette jamais. Jamais. Exact. Ça te tente. C'est fou comment que la psychologie, parce qu'on dirait que ton corps, il sait que tu s'en vas y infliger de quoi. Il essaie de te faire choquer, comme là, genre non, vas-y pas. Puis je regrette jamais. Tu l'as bien dit. Ouais. Genre, c'est tout le temps tough. Ça me tente jamais. Mais je le regrette T'es jamais. content d'aujourd'hui, ça te tente jamais de faire les premiers moments. Mais... Jamais. Je suis toujours genre, hey, qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je m'inflige ça? Ouais. Pourquoi je suis pas comme tout le monde? Tu sais, ici? Mais c'est tout le temps ça, les 2-3 premiers kilomètres, puis après ça, plus que je monte haut, plus je comprends pourquoi je fais ça. Puis... Ah, mais tu disais que tu revenais et tu te sentais plus misérable, genre. C'est ça que tu disais tantôt? Non, je me sens mieux. Non, mais quand tu revenais à la maison, t'es comme le monde est. Ouais, exact. Je trouve que le monde, il capote pour rien. Tout le monde est stressé. C'est ça. Ouais. Les gens oublient les premiers principes de la vie que avant, c'était juste survivre puis passer du temps en nature. C'était ça. Je pense que c'est aussi une des choses pourquoi je me sens autant bien quand je suis sur l'adrénaline. Je pense que le stress d'être perdu puis survivre en nature, de base, l'humain est fait pour ça. Exact. Donc, je pense que c'est une des raisons pourquoi je me sens autant vivant quand que je vis des moments comme ça. Là, Une des plus belles activités que j'avais reçues en cadeau, là, c'était une activité de survie. C'est quoi ça? Une activité de survie, là, c'était comme ça s'appelle Aventure Norbec, là, c'était dans le coin de Québec. Puis fallait que tu sais, là-bas, on apprenne comment faire des feux avec détecter les différentes arbres. Tu sais, mettons, t'es perdu en forêt, là, qu'est-ce que tu peux manger, qu'est-ce que tu peux pas manger. Puis là, j'étais comme, c'est hot, ça, là, tu sais. J'avais frette, puis c'était juste une pratique, puis j'avais hâte de faire mon feu, j'avais frette. Il y a personne qui s'en venait faire mon feu, puis là, je me dis, ça, c'est là que tu te sens vivant. T'es comme en mode, genre, là, t'es comme on dirait que t'es tout concentré partout, puis que tu penses à rien d'autre, là. Tu fais juste te dire... C'est ça un peu vivre, là, tu sais, genre, c'est ça que le monde faisait. Moi, je me disais ça, le monde, ils ont fait ça longtemps là, pour qu'on se rende aujourd'hui à avoir des manteaux d'hiver. Là. Le monde, fallait qu'ils tuent leurs animaux, qu'ils se mettent ça sur le dos, mais les autres qui réussissaient pas à tuer un ours, ils se mettaient quoi sur le dos, tu sais. C'est ça que je me disais, il y en a pas, mettons qu'il y était 500 habitants, il n'y avait pas 500 ours. Là. Puis il pas tant long, là. Non, ça fait pas longtemps. On parle de peut-être 100, 200 ans. Ouais, exact. Il y a un nouveau film qui vient de sortir, une série, c'est American... Il compte l'histoire là, de l'Amérique dans les 1830. Là. C'est vraiment pertinent. Ouais, tu vois un peu comment que l'Amérique s'est faite comme conquis. C'est pas débile de ce côté-là, mais tu vois tout comment le monde vivait. Puis
Il vivait pas long, là. Pas gros qu'il y avait plus que 40 ans dans le film, on dirait. Ça, c'est faire ça, là. Moi, je l'ai fait 2-3 fois l'hiver passé, puis je me pogne le plus fret possible. On y va avec 2-3 chums, on s'amène une hache, une scie, puis il faut essayer de survivre la nuit. Son jeu, il faut essayer de survivre. On monte la montagne, on se laisse comme 2-3 heures avant le coucher du soleil pour aller bûcher du bois, puis ramener le plus de bois possible au campement. Puis ensuite, on fait un feu. Puis il faut essayer de survivre la nuit. Là. Ben, on s'amène de la bouffe, là, on s'amène genre des steaks, de la pizza. Okay. Ouais. Non, je le sais que je suis riche. Donc avec un petit couteau, là, fais-toi un arc là, avec. Non, mais donne-moi une chance, là, je vais à moins 35. Là, j'avoue. On n'a pas d'eau. Un degré. Pour se prendre de l'eau, là, il faut que tu remplisses ta bouteille puis tu la mettes sur le bord du feu puis que tu la fasses fondre. À chaque. Mettons, quand on dort, là, exemple, on est 2, ben, à chaque heure, il faut se lever pour aller remettre des bûches dans le feu parce que sinon. Mais là, tu fais ça avec un cadran. Là, tu triches encore. Non, tu dors pas, là. Oublie ça, là. OK, fait que tu te lèves de ta semi-sieste. Tu le sais, ton subconscient, il sait qu'il faut que tu te lèves à chaque heure puis tu regardes le feu tout le temps. Genre, parce que c'est ça qui te garde dans la vie, là, tu sais. Fait que t'as pas le choix. Puis je pense que ça, c'est aussi une belle façon de se préparer s'il arrive quelque chose en montagne. Tu sais, moi, je suis pas un expert, mais je sais à peu près quoi faire si je me perds une nuit dans le bois, puis je pense que je serais capable de survivre. Là, tu devrais rajouter un degré de difficulté à chaque fois que tu le fais avec ton ami. Bon, cette fois-ci. Pas de bois. pas de hache. Non, mais c'est sûr que je pense dans le temps, il y avait déjà leur outil. Fait que pas de ça, mais mettons pas de téléphone. Non, ça, vous mettrez en danger. Là. Moi, je mets ça trop extrême. Je veux pas qu'ils meurent non plus. Là. Mais des pas niveaux. De bouffe, ça serait. Pas de bouffe, ça pourrait être un. Mais t'as le droit à un gun. Fait que, quand même, une balle. Manque-les pas. Bon. Fait que là, on arrive à la fin. C'est la question que Parouis pose toujours. Mais il nous reste encore un petit, je pense, 7-8 minutes. Je suis curieux, juste avant que je te pose la dernière question, ça ressemble à quoi ta journée? Tes journées day-to-day, Xavier? Moi, 3 fois par semaine, je me lève à 4h30 pour aller monter une montagne dans le New Hampshire. Ouais, exact. Tu dors à quelle heure? Je me couche quand même tard, là. Je suis pas un exemple à suivre pour ça, là, entre 11 et 12. Là. Okay. Mais c'est ça. C'est des courtes nuits de sommeil là, quand que je vais là, mais c'est parfait parce que quand on part pour des sommets de push, c'est comme ça aussi. Là, quand on part pour des poussées vers le sommet, tu dors souvent des 2-3 heures parce que tu pars à minuit. Fait que ça me pratique aussi dans un certain sens pour ça. Mais 3 fois semaine, je pars à 5 heures du matin pour aller dans les White Mountains. C'est environ à 3-4 heures de route. Fait que j'arrive là-bas vers 9-10 heures. Je monte une montagne, ça me prend 5, 6, 7, 8 heures. Puis je reviens chez nous à 10-11 heures le soir. Fait que ça, je fais ça 3 fois semaine. Sinon, 7 heures, je suis au gym. Mettons les autres jours de la semaine, 7 heures, je suis au gym. Après ça, je vais courir mon 5 à 10-15 km. Puis après ça, je fais mon contenu. Là, fait que ça ressemble à ça ma vie. Là. Ouais, mais c'est bon. Au moins, c'est axé sur ce que tu fais. Puis il n'y a pas d'autre chose que tu fais. Tu n'as pas de business, tu ne travailles pas. Non. Ouais. Fait que c'est pas de temps. C'est ta job. Ouais, exact. C'est hâte que ta job, c'est de vivre de ta passion. Ça. Ouais. C'est ça pareil. Là. C'est en fond, plus tu vis de ta passion, plus tu vas avoir de commandites, plus tu vas avoir de l'argent. Puis... Ouais, et puis il n'y a pas de plafond. Là. Non, c'est ça. C'est ça qui est hot, plus que tu as de reach, plus que c'est payant. Là, ouais, puis tu as bâti une business. J'ai vu que tu as un e-book. Ouais, exact. J'ai créé un e-book de montagne pour de A à Z, comment aller dans les montagnes de débutants. Aussi, tu peux sauver énormément d'argent. J'ai énuméré plus de 500 pieces of gear que tu peux acheter hiver comme été, moins cher, plus cher. Tout détaillé, les meilleures montagnes, les meilleurs parkings, les parkings proches, les trails, les campings, les restos. Donc, fait que ça, le monde à la maison peut aller sur ton profil Instagram. Ouais. Puis ils voient ton e-book. Ouais. Puis à partir de là, il y a plein de capsules. À partir de jour 1, s'ils veulent commencer à faire du hiking? Dans le fond, il y a 23 chapitres. Il y a de tout, là, de la survie à l'hydratation, à la nutrition. J'ai aussi... parce qu'il y a 3 places là, où que moi, je vais monter des montagnes aux States. Fait une place, c'est New Hampshire, l'autre place, c'est Vermont, l'autre place, c'est Adirondack. Puis... Dans le fond, j'ai fait un e-book séparé pour chaque, mais dans mon gros e-book, les 3 sont inclus dedans. Fait que c'est ça, c'est vraiment tout
tout ce qu'il faut que tu saches, là, honnêtement, pour aller en montagne. Il y a 330 pages dedans. Là. Fait que j'ai travaillé vraiment fort pour ça. Je compte mes histoires, de faire attention sur certaines places. En plus, t'es un autodidacte. Là. C'est toutes des affaires que t'as appris sur le tas pour l'hydratation. Ouais, exact. T'as pas vraiment de personne qui te suit attitré encore officiellement. Ouais. C'est ce qui marche pour moi. Puis, c'est ça qui est bon aussi que le monde faut qu'il retienne. C'est que ce qui est bon pour toi, ça veut pas dire non plus que c'est la formule magique pour eux parce que on a tout un corps différent, on s'adapte tous différemment. Il y en a qui ont besoin de 8 heures, ça ne fonctionne pas. T'as-tu une question, Félix? Non? Ok, ça t'excuse. OK, fait que dernière question, mon cher. Ouais. Si tu quittes la planète Terre à partir de demain, là, OK? C'est ta dernière journée demain. OK. Qu'est-ce que tu laisserais ici dans la planète Terre? Mettons 2-3 trucs. Matériaux, un savoir, une expérience. Qu'est-ce que tu laisserais ici? 2-3 trucs. Tu sais, tu pourrais laisser de l'argent, comme que tu pourrais laisser un conseil. Un conseil, comme que tu pourrais laisser. Tu peux laisser n'importe quoi. C'est quoi tu voudrais laisser sur la planète? Tu voudrais qu'on se souvienne de toi. Pourquoi? Là? Qu'est-ce qui est important pour toi? Ouais, ben je pense tout mon knowledge que j'ai appris dans les dernières années dans les montagnes, de faire attention, de respecter la montagne, d'aller jouer dehors quand c'est le temps, mais aussi de reculer quand c'est pas le temps, de repousser ses limites surtout. C'est tellement beau ce qui est l'autre bord de notre barrière, puis tant que t'es pas allé là, tu le sauras jamais. Donc je pense que ça serait ce que j'aimerais laisser comme message là, aux gens. Ce que j'ai retiré aussi de toi là, avant de finir, c'est sors de ta zone, là, de la petite vie que tu vis là, ouais, est bien plus grande. Mets tes lunettes, enlève tes lunettes puis regarde ce qui est autour. Là, exact. Puis no worry. Là. Il n'y en a pas de problème. Non, exact, il n'y en a pas de problème. La vie est belle, va dehors, va te baigner dans de l'eau à -20, ressors, tu vas avoir un shoot d'adrénaline, tu vas être bien pour 3 jours. Là, on a chacun nos trucs, puis moi aussi, c'est un peu comme toi, là, quand on dirait que je suis anxieux ou je suis stressé, je suis comme, on se dit, man up. Là, non, exact. Tout le monde. Je m'en vais faire de quoi, puis ça, je suis le bon. Si je m'inquiète pour. Tout le monde vit des moments difficiles, là, tu sais. Moi, je viens juste de perdre, tu sais, j'ai sorti avec quelqu'un pendant 2 ans, puis, tu sais, mettons, pendant mon expédition, ça s'est fini. Genre, puis, tu sais, juste faire des ta dernière expédition? Ouais, exact, ouais. Fait que ça va te donner un step 2 de gym. Ouais. Ouais, ben là, tu sais, je vais à chaque jour quand je pars en montagne, fait que, tu sais, over de ça serait trop, là. Mais je pense que l'activité physique, c'est le secret vraiment beaucoup. Puis les bonnes habitudes de vie, travailler sur soi-même, c'est la clé là, pour continuer à avancer. Là. Bon, je suis d'accord. Ben, Xavier, merci. Merci beaucoup de ton temps. Merci à vous d'avoir participé à Apex Atlantique. C'était vraiment hot. C'était Ah ouais, c'était